Eh bien, Hélène, si tu veux lancer. C'est bon. OK. Et donc, pour démarrer ce webinaire, donc 2 heures, on aura 4 interventions au cours de ces 2 heures. Donc, voici le programme. Une première intervention donc de Claire Ortega qui nous parlera de la situation des marchés biologiques en France. Donc là, j'ai mis 2025. On va faire un retour un petit peu plus historique. Mais voilà, ce sont les derniers chiffres, donc à la fois Terre Univia et Intercéréales. On aura ensuite un éclairage européen, donc avec Burkhard de Ecozept, qui va nous parler de plusieurs produits et puis nous décrire à la fois la situation en termes de production-consommation, mais aussi l'organisation des marchés. Ça, c'est un point qui sera assez intéressant. Après un éclairage national et européen, on voulait un aspect local aussi. Donc, on aurait une intervention de Novial, donc pas Jean-Luc Stérin, mais du coup, quelqu'un qui travaille avec lui. Donc, son regard en tant qu'acheteur de fabrication d'aliments du bétail. Et puis enfin, un agriculteur, donc Thomas Feignart, nous rejoindra pour proposer lui son regard par rapport à ces éléments de marché et puis les éléments, les actions qu'il met en place sur sa ferme, les stratégies qu'il met en place sur sa ferme pour y répondre. Donc voilà, une petite intervention qui permettra de faire un petit éclairage et qui permettra de lancer aussi une phase de discussion à la fin de ce webinaire sur quelle stratégie adopter dans les fermes. On aura des interventions de 15-20 minutes. Après chaque intervention, un temps de prise de questions. Donc ces questions, je vous invite à les mettre dans le chat par écrit et Hélène les compilera et puis les proposera. Ça permettra d'avoir quelque chose d'un petit peu plus dynamique qu'un enchaînement de présentations. Il faudra juste simplement veiller à bien tenir le temps puisque on aura cette contrainte de prendre des petites phases de questions et de discussions régulièrement. Avant de démarrer, j'avais préparé 2-3 slides d'état des lieux. Donc, c'est des choses qui vont être reprises dans les différentes présentations, mais c'est pour vous donner l'allure générale et la raison pour laquelle on organise ce webinaire. Comme vous le savez, l'agriculture biologique sort de quelques années de crise. Alors, voilà. Donc quelques années de crise et notamment le secteur des grandes cultures. Donc là, c'est un graphique qui est repris de l'agence bio qu'on verra peut-être dans d'autres présentations, mais qui reprend les surfaces en grande culture bio dans les Hauts-de-France entre 2015 et 2024. Et on voit l'inflexion à partir de 2022. À partir de 2022 pour les surfaces bio et en conversion, et à partir de 2023 pour les surfaces bio. Voilà, avec une légère baisse du nombre d'hectares, moins 10% de surface entre 2022 et 2024, en comptant donc à la fois les surfaces bio et en conversion C2. Donc c'est un graphique qui ressemble à beaucoup d'autres graphiques quand on parle d'agriculture biologique, avec donc un pic en 2022, tant en termes de surface que de nombre de fermes, aussi en termes de marché, et une légère stabilisation ces dernières années. Cette dernière année, comme on peut le voir sur ce graphique, qui lui parle du marché total de l'agriculture biologique en France. Donc on voit un pic en 2020, une légère inflexion à partir de 2021 et une stabilisation, une légère reprise à partir de 2023-2024. Voilà, c'est un peu l'allure qu'il faut avoir en tête quand on parle de marché de l'agriculture biologique et notamment de marché grande culture, l'allure générale. Et ensuite, on va pouvoir rentrer dans le détail avec nos différents intervenants. Voilà, je te cède la parole, Claire, du coup. Et donc voilà, donc on est parti pour 20 minutes de présentation, si tu le veux bien. Et j'arrête mon partage d'écran pour que tu puisses faire le tien. Là. Tac. Et voilà. Est-ce que c'est bon? Vous voyez bien l'écran? On voit bien, ouais, ouais. Parfait. Alors, je commence par un petit focus historique. Si tu veux te présenter avant, ça peut. Ouais, Ah oui, j'ai pas pardon, oui, c'est vrai. fait Oui, Claire dans le Ortega, du détail. coup. C'est vrai. Je travaille à Terre Univia, donc l'interprofession des huiles et protéines végétales, où je suis en charge des sujets oléagineux et agriculture biologique. Et aujourd'hui, la présentation est co-construite avec Intercéréales, donc l'interprofession des grandes cultures, des céréales, avec lequel nous co-animons un groupe de travail sur les grandes cultures biologiques 4 fois par an. Voilà. Et donc, pas mal d'informations présentées aujourd'hui seront issues de ce groupe de travail. Du coup, le petit recul historique, c'est la campagne 23-24 qui a vraiment été la plus difficile pour les grandes cultures, avec une forte surproduction qui a conduit à des difficultés économiques. Donc, comment on en est arrivé à cette surproduction?
il y a deux dynamiques contraires. La première, c'est une forte hausse de la disponibilité de grains. Donc, il y a eu une forte croissance de la surface cultivée en grande culture bio entre 2015 et 2021 en lien avec de nombreuses conversions. Donc, la superficie cultivée a été multipliée par 2,5 à peu près. Et en conséquence, on a une forte progression de la collecte. Plus de deux fois, multiplié par plus de deux entre 2018-19 et 2022-23, donc une très forte disponibilité de grains à partir de 2021-22 à plus d'1 million de grains collectés. En parallèle, la dynamique inverse, c'est la consommation qui commence à chuter à partir de 2020. On a un premier repli constaté, alors ça c'est la consommation tout produit confondu, pas que pour les ventes culture. Un premier, d'ailleurs au début c'est plutôt les produits animaux qui sont touchés. Un premier repli de un peu plus d'1% entre 2020 et 2021 et un plus gros repli entre 2021 et 2022, face à la baisse du pouvoir d'achat, les consommateurs se détournent du bio. Et donc là, la consommation de produits bio baisse de quasiment 5%. Il y a un deuxième facteur qui conduit à une moindre demande en grains bio, c'est les épisodes de grippe aviaire qui se sont répétés à partir de 2021. Euh, la volaille est prépondérante dans la production d'aliments du bétail, puisqu'elle représente à peu près 75% des volumes. Donc forcément, si le cheptel de volaille diminue, la production d'aliments du bétail biologique diminue elle aussi. Et donc après plusieurs années de croissance à deux chiffres, on se retrouve avec une très forte baisse en 2021 puis en 2023 pour la production d'aliments du bétail bio. Or, l'aliment du bétail bio est le premier consommateur de grains bio. C'est à peu près 40 à 50% des débouchés de céréales protéagineux et tourteaux d'oléagineux. Et donc, cette grippe aviaire impacte fortement la demande en grains bio également. Tout cela nous conduit donc en 2023-24, avec cette forte disponibilité de graines et cette demande qui a largement reculé, à des excédents de production très importants. Donc à peu près 30% de la collecte avait été déclassée ou avait été exportée à bas prix, un peu pour pouvoir écouler la marchandise. C'est un phénomène qui est constaté sur les céréales, mais également sur le tournesol, qui n'est pas ici présenté dans le bilan. Euh, les seules cultures qui s'en sortent à peu près bien cette année-là, c'est les protéagineux et le soja, puisqu'il y a un déficit structurel de production de matières riches en protéines biologiques en France, et du coup, euh, toute la production avait pu être consommée et les prix avaient été moins impactés. L'année suivante, 2024-25, on sait que la campagne a été compliquée d'un point de vue climatique. Et du coup, on a globalement un rééquilibrage des bilans entre la consommation et la demande. Donc, sur la baisse donc la disponibilité de graines a très fortement baissé pour deux raisons. La première, c'est la baisse des surfaces et la deuxième, c'est le contexte climatique. Concernant la baisse des surfaces, elle est liée à un équilibre conversion des conversions qui s'inverse en 2023 et en 2024. Donc c'est les premières fois où on a plus d'arrêts d'agriculture biologique que de conversion à l'agriculture biologique. Et donc, en 2023 puis en 2024, le nombre total d'agriculteurs engagés en grande culture bio diminue. Bon, il y a aussi ici les résultats pour 2025, donc c'est que jusqu'en mai, donc il y a plutôt des bonnes nouvelles pour 2025, on y reviendra plus tard. Conséquence du coup de ce recul du nombre d'exploitations en grande culture bio, c'est forcément la baisse de la surface cultivée en grande culture bio, qui est liée à la fois à ces déconversions, mais aussi à des mises en herbe massives chez les agriculteurs, notamment dans le sud-ouest. C'est-à-dire qu'au lieu de cultiver des grandes cultures bio, on met par exemple de la luzerne ou des couverts à la place de mettre des cultures comme des céréales, des protéagineux ou des oléagineux.
Au final, ce qu'on constate, c'est que le nombre d'hectares de grandes cultures bio cultivées diminue de à peu près 25 000 entre 2022 et 2023, et après de 93 000 entre 2023 et 2024, en lien avec donc ces difficultés de marché. Les trois cultures qui sont les plus concernées par ces baisses sont le blé tendre, le tournesol et le soja, puisque c'était déjà les cultures les plus présentes dans l'assolement. À L3, elles représentaient à peu près 40% de l'assolement en 2022, plus que 30% en 2024, parce que les autres cultures qui étaient moins représentées dans l'assolement ont été moins impactées par ces baisses. On le voit là, hein, sur le graphique, le blé tendre notamment connaît une très très forte baisse. À noter que pour le soja, comme je disais plus tôt, le soja a été peu impacté par les difficultés de marché et le recul de la surface s'explique là davantage par des difficultés techniques, la sécheresse en 2022, en 2023, sécheresse également dans le sud-ouest et sur les deux campagnes de fortes attaques de ravageurs de fin de cycle qui avaient fortement impacté les rendements et notamment en bio. Voilà. Donc, conséquence, donc il y a à la fois cette baisse de surface et une campagne qui est très humide et qui conduit à des retards de semis, à des semis dans des mauvaises conditions, à des récoltes dans des mauvaises conditions. Bref, les rendements sont fortement impactés également, en plus de la baisse de surface. Tout ça pour aboutir du coup à une collecte qui baisse d'à peu près 36% entre 2023-24 et 2024-25. Donc on passe de 1 150 000 tonnes collectées en 23-24 à 740 000 tonnes à peu près collectées en 24-25. Donc on revient à des niveaux un petit peu avant crise. Un petit focus sur le blé tendre. Donc le marché a longtemps été importateur pour assurer les besoins en blé tendre français. La forte progression de la collecte en 22-23 avait permis de ne plus être importateur mais exportateur. En 23-24, pareil, on exporte énormément de graines. Alors là, un petit peu pour les écouler. Et en 2024-25, la récolte a fortement chuté. Et donc là, on revient à un petit flux d'importation. Voilà. Et on verra en fin d'intervention, du coup, le bilan qui s'assainit quand même pour 2025-26. Côté oléoprotéagineux, alors d'une part, les oléagineux, donc on sait le principal débouché, c'est la trituration. Il y a à peu près 20 usines en France qui triturent du bio, dont 10 qui font exclusivement du bio. On estime la capacité de trituration de soja à environ 100 000 tonnes. Elle a fortement progressé en 10 ans pour plus que doubler. Et côté tournesol, colza, on estime la capacité à environ 80 000 tonnes. Voilà, on sait que en 24-25, d'après des enquêtes menées auprès des triturateurs, on a trituré à peu près 65 000 tonnes, donc autrement dit, on n'a pas atteint la pleine capacité. On manquait de graines hein, sur cette campagne 24-25. Et du coup, voilà, la trituration était en baisse de plus de 10% par rapport à la campagne précédente. De ces usines de trituration sortent de l'huile, je referai un petit focus sur l'huile après, et des tourteaux qui sont destinés à la fabrication d'aliments du bétail. Côté protéagineux, donc à date c'est principalement utilisé en alimentation animale, même si on a de nouvelles utilisations qui se développent en alimentation humaine. En 2024-25, les usines de fabrication d'aliments du bétail ont consommé 14,5 000 tonnes à peu près de févrole et 7,5 000 tonnes de poids. Voilà, donc on arrive à un bilan ressources utilisation. Donc là, il n'y a que les céréales et les protéagineux parce qu'on n'a pas encore de bilan oléagineux qui sont beaucoup plus équilibrés. On le voit donc sur la dernière colonne à 2024-25.
avec une absence de déclassement. C'est le tout petit trait là. Et une balance export moins import qui redevient légèrement déficitaire comparé aux années précédentes. Hop là. Et enfin, donc voilà pour le point d'actualité du coup, donc la campagne 25-26, donc où la récolte a été à peu près correcte, ce qui permet de maintenir des bilans à l'équilibre. Donc en termes de rendement, on va dire que la récolte 2025 est une récolte moyenne. La collecte globale devrait se rapprocher à peu près de niveaux historiques. Donc côté céréales, on a des rendements qui sont moyens à bons hein, pour l'ensemble des espèces, avec des teneurs en protéines moyennes à faibles. Donc ça c'est le petit bémol. Et de nombreux cas de caries sur le blé hein, qui ont causé un petit peu des inquiétudes. On estime à date, la collecte de céréales est estimée, donc c'est encore des estimations, à 544 000 tonnes. Donc à peu près 20% de plus que la campagne précédente, mais en baisse de 15% par rapport à la moyenne quinquennale, hein. C'est lié à cette baisse de surface d'une part et au fait que les rendements n'étaient pas non plus excellents. Plus spécifiquement pour le blé tendre, on a une collecte qui est estimée à 285 000 tonnes, en très forte hausse par rapport à la campagne précédente, donc plus 40%, mais en baisse de 15% également par rapport à la moyenne quinquennale de 336 000 tonnes. Côté oléoprotéagineux, donc déjà la collecte de protéagineux est estimée à 42,5 000 tonnes, en hausse de 10% par rapport à la campagne précédente et par rapport à la moyenne quinquennale, avec notamment une très forte progression de la collecte de pois. On se rappelle hein, en 2024 que la collecte avec beaucoup de non-récoltes et des rendements très très bas. En tournesol, donc là on n'a pas d'estimation de production parce on n'a pas encore de bilan d'utilisation des graines. Mais d'après des retours opérateurs, la collecte est décevante, malgré de bons potentiels estimés en début de campagne, pénalisés notamment par les deux vagues de sécheresse des mois de juin et d'août. Et en soja, on a des bonnes surprises, hein, notamment dans le sud-ouest, mais des fortes disparités selon le régime hydrique. Donc les surfaces en sec ont été largement impactées par les deux vagues de sécheresse. Au final, en 2025-26, on a un bilan prévisionnel équilibré avec une légère hausse des utilisations. Donc utilisation en hausse de 2% pour l'alimentation animale, hein. On retrouve une dynamique de croissance pour la production d'aliments du bétail. Des usages en hausse également en meunerie, principalement soutenus par la boulangerie artisanale et les circuits spécialisés. Dans les utilisations, le seul poste qui recule un petit peu, c'est la échange. On a des échanges qui seraient en baisse, hein. Les imports baissent un petit peu de 6% en lien avec la progression de la collecte, tout simplement. Et les exports devraient baisser également de 17%. Le prix des en France. Source en France et on exporte un petit peu moins. À cela s'ajoute, il y a donc, comme je le disais, la consommation va progresser. On a des signaux de reprise de la demande si on regarde l'ensemble des produits bio confondus. J'imagine que Burkhardt va revenir dessus après également. Voilà, en 2024, d'après l'agence bio, on a une hausse de près de 1% du volume total consommé en produits bio. Si on se concentre un petit peu par produit, par catégorie de produits, on a une consommation d'huile qui a globalement progressé entre 2023 et 2024 de 3% en volume pour l'ensemble des huiles, hein, notamment tirées par l'huile d'olive. Sur les légumes secs, on a une bonne dynamique également en restauration hors domicile, où ça progresse, hein, avec les exigences de produits bio en restauration hors domicile. Par contre, on est toujours en recul en grande distribution.
Et côté boulangerie-pâtisserie, voilà, on a une hausse en valeur cette fois de 2% entre 2023 et 2024. Et ces chiffres-là qu'on a observés en 2024 se confirment au premier semestre 2025, où tout marché confondu, on a une progression de 4% à peu près de la consommation par rapport au premier semestre 2024, principalement tiré par les magasins spécialisés et la vente directe, mais avec une dynamique positive pour la GMS pour la première fois depuis longtemps. Et pour conclure, donc voilà, on a eu une crise donc déjà de surproduction en 2023-24 avec ce croisement forte hausse de la disponibilité, forte baisse de la demande. En 2024-25, la campagne est mauvaise en termes de rendement, mais on va dire que l'effet positif de ce fort recul de la production, c'est que les bilans sont assainis et qu'on repart avec un équilibre production-consommation un peu plus à l'équilibre, qui se confirme en 2025-26, où la production augmente un petit peu parce que par rapport à la très mauvaise récolte 2024, et la consommation repart un petit peu également. Donc au final, après deux campagnes difficiles, ça souligne l'importance d'une bonne adéquation offre-demande et donc du pilotage un petit peu en début de campagne, de savoir les volumes qui sont disponibles, voilà, pour assurer la consommation, éviter de trop importer ou de trop exporter pour pouvoir voilà, arriver à cet équilibre offre-demande. Alors, Je merci vous beaucoup, remercie de Claire. votre attention et je prends des questions s'il y a. Ouais, super. Bah, merci beaucoup. Puis, bah, comme tu le dis, s'il y a des questions, n'hésitez pas dans le chat ou voilà, si vous voulez lever la main pour poser des questions, soit de compréhension sur les chiffres, soit pour aller un petit peu plus loin. Alors, s'il n'y en a pas pour le moment, moi j'en ai déjà une. Tu parlais que les opérateurs privilégient l'approvisionnement français. On voit avec les grandes fluctuations de volume que ça n'a pas dû être facile pour eux de se projeter et de se couvrir. Quand tu dis qu'ils privilégient, ça veut dire qu'ils vont attendre que les volumes, ils vont faire en sorte que des volumes soient fléchés vers eux, ils vont attendre avant de privilégier l'importation, ou comment est-ce que ça se fait concrètement dans leur stratégie? Oui, bah en fait c'est ça, c'est l'aval de la filière préfère se sourcer en France. Donc s'il y a de la dispo, il se couvre avec de la production française, d'où aussi l'importance d'avoir des volumes de production estimés tôt dans la campagne pour pas importer beaucoup en début de campagne parce qu'on pense qu'il n'y aura pas assez de disponibilité pour couvrir les besoins et être obligé d'exporter la production française en fin de campagne parce qu'il y a des volumes qui réapparaissent en cours de campagne. Mais en gros, c'est ça la stratégie, c'est on se couvre en France avec de la marchandise locale et s'il n'y a plus, ben on se couvre à l'import. Et dans le contexte d'augmentation de la consommation, tu parlais de plus 4% au premier semestre par rapport au Mhm. premier semestre précédent. Est-ce qu'il y a de la crainte d'avoir du mal à se couvrir, hein, à pas avoir assez de volume sur certaines productions? Est-ce qu'il y a des envies, des perspectives de développement sur des surfaces, hein? C'est voilà, la thématique générale du webinaire de savoir Mhm. si cette reprise elle est durable, si on va sur un plateau ou si sur une croissance un petit peu plus lente. Est-ce que toi, tu as un éclairage là-dessus? Là-dessus, j'ai pas de retour opérateur sur cette croissance de la consommation. Je ne sais pas comment ça impacte les stratégies. Vraisemblablement, on n'aura plus une croissance comme on a connu avant la crise de la consommation de bio. Ça devrait être une croissance plus modérée. Donc, à voir comment elle va se maintenir dans le temps. Par contre, on a perdu les surfaces. Donc, il y a aussi cette question si on veut essayer de conserver un équilibre et de ne pas revenir à des difficultés de marché. Il faudrait que ça s'accompagne d'une croissance modérée des surfaces et que les surfaces arrêtent de diminuer. Enfin, voilà, c'est la difficile la difficulté d'avoir vraiment un équilibre offre-demande. Ok. Ça
possible d'avoir sur quel impact ça peut avoir, sachant qu'on réfléchit ces stratégies-là plusieurs mois, voire une année avant que le grain arrive chez les transformateurs. Voilà, c'est sûr que c'est pas évident C'est ça. d'anticiper. Ouais. Il y avait, Claire, il y avait une volonté aussi de certains producteurs, hein, un petit peu partout en France, notamment, moi j'ai des remontées de terrain de mes collègues plutôt du Grand Est, qui avaient, en attendant que la crise passe, de passer leur surface en luzerne, Mm, afin d'éviter des déconversions. mm, Et en attendant justement de pouvoir, dès que le marché serait de nouveau porteur, de mm. casser un peu ces luzernes pour repartir en blé. Et je pense que là, il y a effectivement une surface tampon là, disponible dont on ne connaît pas forcément la surface, sauf qu'il faudrait peut-être aller voir, triturer les chiffres de l'agence bio pour savoir si effectivement les surfaces en luzerne sur 2 ans ont varié et comment elles varient. Peut-être que ça pourrait effectivement nous donner un petit peu de détails sur le pouvoir tampon des rotations françaises, quoi, des Oui, assolements oui, français. oui, tout à fait. Oui, oui, il y avait eu pas mal de luzerne, il y avait eu aussi beaucoup de coriandre dans le sud-ouest. Euh, Oui, il y a il y a ce réservoir de surface qui est disponible, mais effectivement, on n'a pas fait d'estimation de combien d'hectares ça représente, et du coup, bah, on aura les chiffres de l'agence bio premier semestre 2025 pour confirmer ou non, voilà, qu'il y avait bien de la disponibilité de surface maintenant que le marché est un petit peu plus clément, quoi. Et d'un point de vue géographique, est-ce que tu as une idée des régions qui ont été le plus touchées par les diminutions de surface en grande culture? Alors, je peux essayer de retrouver ça. Euh, je peux mettre des éléments dans le chat si besoin. Il faut que Ouais, j'aille d'accord. Ok. rechercher des chiffres. Ok, très bien. Eh ben, on pourra faire ça, ouais. Très bien. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions tout de suite, de toute façon, on aura un temps de questions à la fin, donc on pourra aussi de nouveau interpeller à la fin du webinaire. Eh ben, on peut passer à la présentation suivante. Donc, après ces éléments nationaux et avoir les grandes tendances de ces dernières années, on voulait vous proposer un éclairage européen. Claire a déjà parlé d'enjeux d'importation, d'exportation. Il y a des enjeux autour des qualités, autour des quantités et surtout des enjeux d'organisation des marchés. Et c'est ça qu'on voulait un petit peu toucher du doigt là pendant une vingtaine de minutes avec donc une présentation de Burkhard issue d'une cabinet Ecozept. Donc voilà, je te laisse te présenter un petit peu la structure et puis ensuite ben, dérouler ce que tu veux nous proposer qui viendra du coup enrichir notre réflexion. Voilà, si tu veux démarrer. Absolument, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre présence et de me confier cet éclairage. Je parlerai des concepts tout à l'heure. Tout d'abord, le son, c'est bon. L'image est bonne aussi. Tout est bon, ouais. Je Merci. vais fréquemment tourner la tête vers l'autre écran, mais je suis tout à fait avec vous. C'est que la présentation défile sur l'autre écran. Donc, on va parler avec un focus sur l'Allemagne et la France de l'international des grandes cultures. Euh, et je remercie Marie Soulier qui est à mes côtés, qui m'a beaucoup aidé avec la préparation de cette intervention. De quoi est-ce qu'on va parler? On va parler très brièvement des concepts, on va essayer de faire un tour d'horizon, puis on va approfondir le sujet du blé tendre bio, notamment entre la France et l'Allemagne, et donc avec beaucoup de détails sur l'Allemagne. On va ensuite parler rapidement de l'avoine bio, essentiellement en Allemagne, et on va essayer de tirer quelques conclusions à la fin. Et je peux annoncer qu'en parallèle, il y aura un travail plus approfondi que la présentation d'aujourd'hui, qui est nécessairement raccourcie, et la version plus longue qui sera fournie après. Il y aura plus de détails sur le blé, plus d'infos sur l'avoine et un chapitre sur le lentilles bio aussi. Et je peux également annoncer que la présentation qu'on va vous proposer là aujourd'hui, vous allez évidemment la voir tout de suite après la fin de la présentation pour que vous n'ayez pas
à recopier ça parce qu'il y a beaucoup de chiffres pendant toute la présentation. Très brièvement, Ecocept, une équipe franco-allemande de 15 personnes à peu près sur les deux pays, en France et en Allemagne. On fait depuis 25 ans un travail dans les filières agroalimentaires durables, avec des études de marché, avec du conseil en marketing et en valorisation, avec un conseil en politique agricole et on s'occupe des filières séculaires et évidemment, en 25 ans, on a accumulé un certain nombre de projets et le compteur tourne 400 projets et plus, et nous travaillons aussi bien pour la commande publique, dont par exemple la ville de Munich, mais dans le passé pas mal aussi la région Hauts-de-France. Nous travaillons pour les entreprises petites et grandes qui mettaient des produits bio sur le marché. Et nous avons une activité dans la recherche fondamentale pour rester bien à jour de ce qui se fait dans le développement durable agroalimentaire. Je ferme la page publicité. Je reviens à notre secteur des grandes cultures et du marché bio. Et d'abord, le marché bio européen, très brièvement, dans son ensemble, en Europe. Donc ça, c'est toute la consommation bio dans différents pays européens. Et on doit constater que c'est malheureusement la France maintenant qui a toujours, après cette crise, une dynamique relativement faible, pendant que les autres marchés, que ce soit l'Italie, l'Autriche, l'Espagne, la Suisse, repartent, et l'Allemagne aussi, après cet impact en 2022, elle repart vers la croissance. Dans l'ensemble, le marché bio entre 2021 et 2024 a grandi de 11%. Donc, ramené à l'année, ça fait 3-4% de croissance. C'est pas très fort, mais c'est néanmoins plus fort ce qui s'est passé en France, nous sommes d'accord. Et ce qu'on nous annonce pour l'Allemagne cette année en 2025 est même une croissance de 8 à 10%. C'est que pour un marché aussi mature que le marché allemand est tout à fait étonnant. Et le deuxième élément vraiment international, c'est cette reprise d'un élément de notre étude que nous avons réalisé en 2022, 2023 pour l'agence bio. Bon, c'est l'agence bio qui a coordonné un travail qui était aussi pour Terre Univia et Intercéréales. Et à l'époque, on voyait que nous avons l'essentiel, ou les 2 tiers de la production de blé tendre bio en 5 pays, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Roumanie et la Suède. En 2022, nous étions en Europe à un taux d'autosuffisance de 122%, donc on était finalement excédentaire. En 2022-2024, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des baisses de production importantes, en Suède par exemple, et aussi en France, pendant qu'en Italie, en Roumanie et en Allemagne, c'était juste un maintien à peu près des mêmes volumes. Et donc, selon les estimations, en 2024, nous sommes de nouveau déficitaires en production de blé tendre en Europe, et nous ne devrons pas dépasser les 85% d'autosuffisance. Si on regarde maintenant plus en détail le blé tendre biologique, on voit ici le parallèle entre la France, l'évolution en France et en Allemagne. Et clair, on a parlé, ce pic de la production très notable en France, puis la baisse en ce qui concerne le surface. En Allemagne, l'évolution est beaucoup plus régulière, mais elle n'arrive pas non plus à décoller. Si vous avez vu le marché tout à l'heure, la production n'évolue pas aussi rapidement que le marché. Et si on regarde les productions, ici les volumes entre la France et l'Allemagne, vous voyez cette croissance en France spectaculaire dont nous avons déjà parlé. L'Allemagne est beaucoup plus stable, beaucoup plus stagnante finalement, et récemment avec des bonnes ou mauvaises années, bonne année 2023, mauvaise année 2024, comme Claire l'a aussi expliqué pour la France. Si on continue avec les importations, et si on compare de nouveau l'Allemagne et la France, on a déjà en 2021 pas mal d'importations en Allemagne qui viennent des pays de l'Est pour l'essentiel.
et après, on a en 2020, donc ça continue d'abord, ça peut baisser un peu, ça baisse sous l'influence de la crise en 2022-2023. Après, ça reprend parce qu'en plus, on a une mauvaise récolte en Allemagne et de nouveau, on dépasse le niveau 2020-2021 selon les estimations. Maintenant, regardons les prix qui sont un peu la résultante évidemment de l'offre et de la demande et on regarde ça pour l'Allemagne. Et vous avez là toute une série de lignes. On commence avec la ligne en bleu, là-haut, en violet, qui est le blé de qualité, le blé meunier de qualité, la qualité la plus élevée en Allemagne. Vous voyez, c'est un vol jusqu'en 2022, puis une correction, encore carrément une correction vers en dessous de 400 euros la tonne, et puis ça rattrape actuellement, on est à ce niveau-là, 411 euros la tonne pour ce blé-là. La deuxième qualité, qui est le blé meunier standard, ça suit cette courbe-là. Pareil, dans le fond, mais avec une descente plus rapide et une reprise plus rapide aussi. Aujourd'hui, on serait à ce niveau-là. Le blé bio-fourragé, lui, a l'évolution la plus spectaculaire parce qu'à un moment, il va carrément rejoindre le niveau du blé conventionnel. Et généralement, on peut observer pendant cette période un rapprochement d'abord des prix conventionnels bio, et puis de nouveau en 2024-2025, les prix s'écartent et le conventionnel retrouve son niveau un peu historique autour de 150, 170 euros la tonne. On continue avec quelques spécificités du secteur allemand, qui sont dans un premier temps cette histoire entre blé tendre et l'épeautre. En Allemagne, dans les rotations, ces deux cultures sont équivalents, prennent le blé aussi bien que l'épeautre peuvent prendre la même place dans la rotation, et l'épeautre est bien apprécié pour sa robustesse, notamment dans le sud de l'Allemagne. Beaucoup des minoteries et beaucoup d'organismes stockeurs sont équipés d'outils de décortiquage. Donc, ce n'est pas une limite, le décortiquage. Et quasiment tout agricultrice, agriculteur peut décider de faire du blé au lieu de l'épeautre et l'inverse. Si on regarde le marché, l'épeautre a une image de céréales saines. Il est facilement utilisé par la base. C'est une céréale qui est appréciée, qui est volontiers mise en avant dans la communication aussi. Mais quand l'épeautre a atteint des prix comme il les a atteints en 2020, ce sont des prix prohibitifs, un peu théoriques. À ce moment-là, le marché s'arrête et l'aval, les transformateurs, ils réagissent par une réaction assez brutale et sortent l'épeautre de leur recette et de leur formule. Et du coup, ils ne vont pas le reprendre tout de suite l'année d'après. Ça va prendre plusieurs années avant que l'épeautre commence à remonter dans les prix. Mais ce phénomène cyclique qui dure plusieurs années, qui en soi est connu, il n'est pas forcément respecté par la production agricole. Au niveau de la production agricole, on réfléchit plutôt à un raisonnement de l'année dernière. L'année dernière, l'épeautre a été super bien payé, je vais en faire cette année. Voilà, c'est un peu ça la réaction. Et l'inverse, si l'épeautre a un mauvais prix, on ne va pas forcément le cultiver. Donc, c'est un marché quand même dans l'ensemble qui est mal stabilisé, qui est un peu volatile.
Une deuxième spécificité, si on regarde la filière blé, la filière bio. D'abord, pour le blé, donc, on a environ 150 entreprises de collecte qui sont bien réparties sur les territoires. Je l'ai dit tout à l'heure, les décorticages ne posent plus de problème, mais tout le reste non plus pose plus trop de problèmes en termes silos, en termes cellules de stockage, aussi pour respecter les différentes qualités récoltées. Maintenant, l'Allemagne est très bien équipée avec tous ces sites-là et peut proposer même un stockage fin selon les différents cahiers de charges. Et donc là, je viens à ce phénomène des associations de producteurs bio que vous connaissez tous, qui s'appelle Bioland ou qui s'appelle Naturland pour le plus grand, ou Demeter qui est connu aussi en France, ou Biokreis qui est plus petit en Allemagne. Et tous imposent leur cahier qui ont le point commun qui sont plus stricts que le règlement européen. Tous, ils essayent d'influencer sur les plans d'assolement. Tous, ils organisent des contrats cadres avec les transformateurs et avec la grande distribution, des contrats souvent tripartites. Et tous délivrent des labels privés qui sont reconnus et valorisés par les consommatrices et consommateurs. Donc, qui permettent de créer de la valeur ajoutée sur le marché, qui sont précisément ces labels ici. Je les appelle labels selon la compréhension française, parce qu'ils ont le même pouvoir qu'un label, même si dans la terminologie française, on appellerait ça pas un label parce que c'est pas officiel. Mais dans la notion allemande, où on est beaucoup moins strict sur les labels qu'en France, c'est carrément perçu comme des labels et ça profite de beaucoup de crédibilité, même ça dépasse la crédibilité du label bio européen. Par leur travail, ils stabilisent les filières avec le lien qu'ils ont entre l'amont et l'aval, notamment avec la grande distribution, y inclut le discount. Ces associations-là, ils font beaucoup pour stabiliser le marché bio en Allemagne. Ils incluent les filières grande culture. Un peu plus dans les détails, donc la contractualisation, comment ça se passe? Les fabricants de pain, de gâteaux, de muesli, n'importe quoi, signer des contrats pour utiliser les labels bio. Ils cotisent pour financer le travail des associations, et ils cotisent pas mal. La grande distribution, elle aussi, elle cotise. Les transformateurs, ils donnent un engagement de prioriser la marchandise des associations. Donc, il n'y a pas pénurie. Donc, tant que tout n'est pas utilisé, qui est livré, qui est proposé par les associations, ces entreprises-là n'ont pas droit à l'importation. Et ça, il y a des réunions régulières par rapport à ça, plusieurs fois par an, et c'est contrôlé. Et ils ne se permettent pas trop de dépasser parce qu'ils ne payent pas seulement des pénalités, en plus, ils perdent le droit d'utiliser le label qui est exigé par leur partenaire en aval, qui est la grande distribution. Donc, qu'est-ce qu'ils font en échange? Qu'est-ce qu'ils font en retour des associations? Ils font la mise en relation, le soutien en commercialisation. Il y a, selon les estimations, 120, 160 personnes payées par les associations qui se promènent dans le supermarché et qui veillent, par exemple, pour une bonne mise en rayon, une bonne mise en valeur des produits bio, toutes catégories confondues. Les associations soutiennent aussi dans l'approvisionnement. Si les entreprises partenaires ne trouvent plus la marchandise de l'association, les associations les aident à en trouver ailleurs, même à l'importation. Donc ça paraît un peu étonnant, mais c'est même eux qui vont faire venir les céréales ukrainiennes, par exemple. Il y a un travail sur les engagement en fonction des besoins, ce qui ne fonctionne pas toujours comme nous l'avons vu avec les potrains. Hein, c'est pas non plus stalinien cette histoire, on ne peut pas tout verrouiller. C'est des consignes, mais qui ne sont pas toujours respectées parce que certains, c'est pas toujours plus malin. Néanmoins, comme ils font aussi la commande et la revente des semences, ils savent un peu ce qui se passe quand même. Ils peuvent un peu anticiper ce qui se passe en termes de la vente. Et dernier point à ce sujet,
les prix payés pour les céréales association bio sont généralement 10% plus élevés par rapport à l'origine allemande niveau réglementation UE. Et les implantations, évidemment, sont encore moins chères après. Ça peut atteindre les 15% aussi selon les années. L'avoine biologique, très rapidement, l'Allemagne dépense largement la France au niveau de la production de l'avoine biologique. Il y a en 2023 une baisse de l'exploitation, une baisse de la production, pardon, parce qu'on avait baissé les surfaces. Mais on surcompense et on a une très bonne récolte en 2024. On voit ça voilà, la France devrait être à ce niveau-là. On n'a pas trouvé tous les chiffres pour les années précédentes. Et si on regarde ici aussi les prix, vous avez tout en haut le prix sans gluten, avoine sans gluten. Vous avez ensuite le standard en bio, vous avez l'avoine fourragée bio et vous avez un baril conventionnel. Oui, aussi à un moment, ça se rejoint presque, mais généralement ici, nous avons assez peu de fluctuations. Ça vient du fait que là aussi, il y a beaucoup de contractualisation, et parce que le marché a été très stable, et parce qu'on ne peut pas remplacer l'avoine dans les recettes avec une autre céréale, on peut le faire avec l'épeautre. Il y a beaucoup de projets en Allemagne les derniers 5 ans pour produire des alternatives au lait, notamment à base d'avoine. Donc, le poisson à base d'avoine. J'arrive à la fin avec les perspectives de la production et tendances de consommation. Donc, les aspects de l'offre. On s'attend en 2025-2026 encore à une augmentation de la production. Le blé, il y a trop peu d'emblavement. On pense que vers le tournant de l'année, on aura encore des prix à la hausse et que ça se maintiendra à un niveau assez haut jusqu'à la nouvelle récolte et les aléas de cette récolte. Nous savons combien ça peut nous apprendre. Cette année, tout le monde partait sur une pénurie en blé. Ce n'est pas carrément le cas. Il n'y a pas trop de blé, mais il n'y a pas de pénurie non plus. Les céréales fourragères, généralement, il y a trop peu d'offres. L'avoine, les prix sont en baisse parce que là, on a beaucoup de production. Il y a encore des stocks. Donc, prudence avec une nouvelle augmentation de l'offre. Et les prix annoncés pour le premier semestre 2026 sont pour les blés entre les différentes catégories de qualité de 400 à 460 euros. Pour les blés fourragers, 340 euros. Pour l'avoine, 340 euros avec une tendance un peu à la baisse, pas terrible. Les aspects de la demande, les demandes de produits céréaliers bio est en croissance en premier semestre 2025, plus 15% en Allemagne. En Allemagne, contrairement à la France, c'est les produits secs qui tirent le marché bio. En particulier pour la farine bio, la hausse est confirmée depuis 2024. On a beaucoup de marques de distributeurs et d'entrées de gamme dans ce secteur. La farine bio et certains pains bio dépassent le 20% de part de marché par rapport à 6% de part de marché moyenne. Le prix de la farine bio, et ça pourrait choquer les uns les autres, peut atteindre 85 euros, donc 85 centimes pour un kilo de farine bio en grande distribution en Allemagne maintenant. Et la demande en aliments pour bétail est soutenue et dépasse l'offre. Petite illustration, le cheptel bio en Allemagne, il a évolué. Nous n'avons pas les chiffres 2024, ce n'est pas encore. Mais selon les études que nous avons menées, la petite baisse qu'on observe ici pour les volailles bio en 2023 s'est rattrapée en 2024. Les porcins sont en stagnation toujours à ce niveau-là et on a une croissance en poule pondeuse. Dernier slide. La production en 2026 en Allemagne, malgré la croissance du marché. La production évolue peu en Allemagne, les surfaces n'évoluent pas. Malgré l'excès de la demande, les prix ne s'envoleront pas. Il y a des espèces de prix plafond à partir desquels les acteurs ne suivent plus.
On a des prix corrects, voire bons pour les blés. On a des prix sous tension pour l'avoine. Et la production agricole en Allemagne fait en ce moment un très grand travail sur les coûts de production. Optimiser les coûts de production, c'est le challenge 2025-2026. Et les recommandations aussi pour la France, contractualiser, ça a été dit tout à l'heure, mais contractualiser, ça veut aussi bien différencier pour pouvoir mettre quelque chose dans la balance de la négociation, terme qualité, en cahier de charge, en origine. Nous, des relations transfrontalières déjà dans un souci de transparence de marché, ne pas seulement verser les trop-pleins vers l'étranger, mais de s'occuper des relations un peu plus approfondies, travailler les coûts de production tant que faire se peut, et si on pense production et bassin de production, penser aussi à un plan B pour pallier les aléas climatiques qui sont de plus en plus fréquents. Le régional, c'est bien beau, mais ça ne suffira pas dans les aléas climatiques que nous devons tous affronter actuellement. Merci pour votre attention et à vous pour vos questions. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. Comme tu le disais, on peut passer à un temps de questions. Hélène, si tu veux reprendre les réactions dans le chat dans un premier Oui, temps. voilà, dans le chat, il n'y a pas eu trop de questions pour le moment. C'était plus une remarque par rapport peut-être aux sources d'import préférentiel de l'Allemagne sur le blé. Sur le fait de dire que peut-être il y avait plus de préférence à aller importer à l'Est. Oui, c'est ça. Donc, les Allemands, historiquement, ont noué des relations vers l'Est. Ils sont aidés par ça par leurs amis autrichiens, qui font un peu la plaque tournante souvent. Et historiquement, les Autrichiens, c'est l'Empire austro-hongrois, et ça ne se perd pas en 100 ans, il y a une histoire comme ça. Donc, oui, on importe beaucoup de l'Europe de l'Est, et ça peut être l'Europe politique, mais ça peut aussi l'Europe géographique, comme l'Ukraine ou le Kazakhstan. Néanmoins, les années précédentes, donc là récemment, on a eu de plus en plus d'exportations de la France vers l'Allemagne et les Allemands ont commencé à nouer les premières relations. Mais selon mes informations, ça ne s'est pas stabilisé. C'est pas encore des relations qu'on imagine à longue durée. On a encore en mémoire en Allemagne les prix très élevés pour les matières premières françaises. De notre côté, on apprécie évidemment la grande qualité des productions françaises et la grande transparence aussi. Jamais de souci avec les cahiers de charges en France, contrairement aux origines Europe Est, où parfois on peut se poser des questions. Donc il y a des cartes à jouer, effectivement, et ces cartes, il faut les jouer avec à long terme, voilà, de façon pluriannuelle. C'est des atouts qui valent mieux que juste des relations de besoins urgents. Alors, on a une Oui, j'ai question vu la qui... question Ouais. pour le blé de qualité. Ben, c'est pas facile à comprendre pour moi non plus, mais c'est tout simplement que ces limites-là, parfois, les gens, dans les recettes, ils sont fixés sur le blé de qualité moyenne. Et donc, ils n'achètent plus le blé de très haute qualité. Et après, ça s'arrête. Les prix s'arrêtent ou rechutent. Une question pour toi, Burkhard, Alain. Comment tu expliques cette stagnation des surfaces ou des producteurs en Allemagne, alors qu'il y a de la demande? Nous, effectivement, on se posait la question au séminaire organisé par Chambre de France la semaine dernière sur le fait que si ça repart, effectivement, on pourrait manquer de surface et ou de producteurs avec le temps de conversion et l'inertie des conversions. Comment tu expliques qui fait qu'on n'y va pas? Quelles sont les analyses que tu en fais, toi, par rapport à cette stagnation? Oui, c'est effectivement ça. C'est les prix conventionnels qui sont relativement rémunérateurs. C'est que sur les régions
où on a un potentiel de produire en bio, on a à peu près fait le tour des exploitations qui se convertissent relativement facilement. Donc là, il faudra attaquer les surfaces ou les exploitations qui sont ceux qui ont aussi une production en conventionnel très compétitif et qui, du coup, se débrouille très bien avec les prix actuels dans le conventionnel. Donc, tant que l'écart entre les deux ne se recreuse pas, et ceci sur plusieurs années, ça ne va pas redémarrer. Les subventions en Allemagne sont fortes, stables. La politique agricole est très en faveur du bio. C'est pas de ce côté-là que ça pêche. Le travail des associations est acharné. Ils font beaucoup de boulot pour faire évoluer les surfaces. C'est une hésitation au niveau de la production agricole qui a aussi vu quand même que le marché a fait une secousse là et ça on a échaudé certains. Mais on attend en effet de prendre un nouveau palier. Ça ne s'annonce pas pour tout de suite. Ça continue à être assez atone en Allemagne, les conversions. Mais comme dans les autres pays européens, j'ai l'impression. J'ai vu la question pour les aides de mémoire, mais je peux mettre les détails dans le rapport après. C'est dans les 300 ou 400 euros l'hectare pour les grandes cultures en maintien. Ça varie entre les régions. Il y a 16 régions en Allemagne, donc ça varie assez fortement, mais en général, c'est ça. Ça varie pas dans le temps, par contre. Hein, c'est vraiment, contrairement à la France, on a des politiques stables par rapport au bio en Allemagne. Lorsque tu nous as fait un premier rapport intermédiaire, on a été surpris de constater l'organisation du marché allemand avec les associations qui structurent des labels, en tout cas comme tu le dis, des cahiers des charges qui vont plus loin que le cahier des charges européen, etc. Donc déjà une première question, on a tendance à se dire que plus il y a de labels et plus il y a de la confusion chez les consommateurs. Comment expliquer que ce phénomène ne marche pas en Allemagne? Est-ce que c'est une question d'antériorité de ces labellisations, de communication? Et puis, deuxième question, bah, j'ai été surpris par les chiffres de croissance du marché de la bio. Tu parles de 8-10%. Et bah, quels sont les, les relais de cette croissance? Est-ce que c'est de la commande publique? On parle beaucoup de restauration collective, nous, en France, avec la loi Egalim. Est-ce qu'il y a quelque chose d'équivalent en Allemagne? Ou est-ce que c'est surtout l'implication des distributeurs, des magasins spécialisés? Voilà. Première question. C'était quoi déjà? Les labels et la confusion. Non, mais Oui. je n'y crois pas à cette histoire. Ou j'y crois plus. Beaucoup de consommatrices, consommateurs ont une idée floue du bio en général. Qu'est-ce que ça veut dire en détail? Beaucoup de consommatrices, consommateurs ne savent pas. Ils savent ils s'estiment que c'est mieux que le reste. Et après, en Allemagne, ils estiment que le bio des labels est donc meilleur que le reste. Et ils voient ça. Je n'ai jamais pu confirmer cette hypothèse, sauf au moment où il y a des labels qui viennent avec la même puissance, beaucoup moins cher, comme on l'a vu en France, où le HVE est venu avec une certaine puissance sur le marché, aussi avec une accréditation officielle, hein, où du coup, le label aussi HVE qui était très parlant, qui était très auto-expliquant. Ça, les associations en Allemagne aussi, elles veillent à ce que ça n'arrive pas, qu'il n'y ait pas de label qui perturbe complètement le cadre. Mais tant qu'on est dans le bio, il n'y a pas de confusion. Et comment est-ce que j'explique la croissance du marché? Donc, en Allemagne, ça se passe par la grande distribution. Il inclut le discount. Et il inclut un secteur qu'on ne connaît pas en France qui s'appelle les drogueries Merck. Voilà, c'est encore un autre format de distribution. Il faut imaginer des supermarchés où il y a beaucoup de produits orientation santé, où il y a beaucoup de produits secs, où il n'y a pas de produits frais, pas de produits réfrigérés. C'est un peu un format qu'on ne connaît pas en France, c'est particulier pour l'Allemagne.
Et eux, ils se sont offerts 19% de croissance de leur assortiment bio en 2024. Ils font désormais presque autant de chiffres que tous les magasins bio. Donc là, on a le phénomène d'un nouveau canal de distribution qui prend de la vitesse. Donc ça, c'est une explication. L'autre explication, c'est que le discount, Aldi et Lidl, ils se font une espèce de compétition vertueuse autour du bio et se tirent la bourre par rapport au bio. Et ça fait qu'il y a beaucoup de produits, beaucoup de promotions, beaucoup de nouveaux produits, beaucoup de communication autour du bio. Tout ça, ça sonne très bien. Ça se ne voit pas forcément au niveau du prix. C'est ça un peu l'absurdité de cette situation. Les prix ne s'envolent pas, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, ça n'entraîne pas forcément des conversions facilement. Ça va se faire à la longue, mais là, à court terme, on ne voit pas encore cet effet. On voit juste que les marchés en soi vont bien et les agricultrices, agriculteurs installés en bio, eux, ils vont bien aussi. Il y a aussi un petit effet club que on veut surtout servir les agriculteurs installés, hein. On a une Il y avait dernière une... question. Oui, Ouais. vas-y, Hélène. Ouais, voilà, dernière question sur l'avoine. Est-ce que l'avoine est en surproduction ou c'est la consommation qui baisse par rapport à Non, temps c'est prochain? l'avoine qui a tendance d'être en surproduction. Là, la consommation baisse définitivement pas. Même si on a un petit ralentissement sur les boissons à base d'avoine, ces alternatives au lait à base d'avoine, il y a un petit ralentissement qui vient aussi du fait qu'il y a beaucoup d'autres céréales maintenant qu'on transforme de cette façon et que ce marché se diversifie, qu'il y a aussi de plus en plus de produits conventionnels dans ce secteur. Mais la consommation ne baisse définitivement pas. Et à mon avis, pour les avoines de qualité dont on a besoin pour faire les flocons de céréales de petit déjeuner, les Allemands sont même venus en France nous chercher, même cette année, si mes informations sont correctes. Voilà, donc même et à des prix très corrects à ce que j'ai entendu. Euh, et je pense qu'on va s'en sortir en laissant quelques plumes parce qu'on n'aura pas les meilleurs prix cette année par l'avoine, mais avec un stockage approprié, une gestion de la quantité et avec ce marché qui tire notamment dans les assortiments secs, hein. Euh, ça va pas non plus donner l'allure d'une surproduction catastrophique dans ce domaine. Alain avait une réaction par rapport au Oui, croissance du marché. par rapport à ce que tu nous présentes en Allemagne, nous, on a vu effectivement un déréférencement des GMS avec probablement un report du consommateur vers les magasins un peu spécialisés type Biocoop qui annoncent des chiffres d'affaires qui ont augmenté. Toi, tu viens de nous faire la démonstration que, en fait, en Allemagne, vous augmentiez l'offre par de nouveaux magasins, de nouvelles chaînes de magasins, et je suis assez surpris que ça se fasse pas au détriment d'autres. C'est-à-dire que quelque part, le consommateur est toujours présent, voire encore nouveau, puisque il y a de la place un peu pour des nouveaux magasins, ce qui n'est pas du tout notre cas en Allemagne, en France, pardon. Et ça me fait penser que est-ce que si la GMS référençait de nouveau, est-ce que ça relancerait le marché français? C'est une question qu'on se pose tous et on attend tous un petit peu le retour des GMS et du référencement GMS pour relancer un peu la consommation. Voilà, donc c'est effectivement le cas. Toutes les branches, tous les canaux dans la grande distribution conventionnelle qui vendent aussi du bio, ils poussent le bio à fond et ça se développe très bien. Donc avec les taux de croissance que je viens de citer, entre 19% pour ce nouveau canal-là et les 8 ou 10% pour le reste. Ce qui va moins bien en Allemagne, c'est la distribution spécialisée qui, elle, est à long. Vraiment, c'est le contraire de la France. La distribution spécialisée en bio en Allemagne, c'est le secteur un peu malade. C'est le secteur qui n'est pas dynamique. Ils maintiennent juste de la part de marché. Et donc, oui, il n'y a pas vraiment un secteur qui perd carrément, hein. Les magasins bio, ils maintiennent au moins leur part de marché aussi, hein, ça va.
mais il n'y a pas d'ouverture de magasins bio en Allemagne, contrairement à la France où ça reprend un peu. Et donc, il n'y a pas des vases communicants en ce sens, mais il y a des vases communicants dans un autre sens, parce que cette croissance, elle est bien achetée si on, voilà, par des prix relativement bas, surtout par les distributeurs et de l'entrée de gamme. Donc, on achète cette croissance à une perte de valeur ajoutée dans la filière, ce qui nous posera problème sous peu. On le voit déjà au niveau de la production agricole. C'est pas bisounours, l'Allemagne, et l'association bio, ils ne peuvent pas tout régler, hein. Mais même si en pleine crise, on a développé de nouveaux produits, en pleine crise, on a sorti plein de nouveaux produits bio, hein. Ils n'ont jamais arrêté avec ça, mais ça a été des produits bas de gamme. Ça a été des produits entrée de gamme. Et donc ça, ça va nous challenger dans les filières. Comment est-ce qu'on va répertorier les marges réduites et comment est-ce qu'on va arriver au niveau agricole avec ces marges réduites, d'où cette exigence de réduire les coûts de production absolument. Et en France, est-ce que ça va reprendre réponse vite ou rapide? Bah, dès que la grande distribution reprend le sujet sérieusement, ça risque de reprendre, en sachant que la grande distribution a aussi appris de ses erreurs du passé, au moins partiellement. On voit que les écarts entre les produits conventionnels et les produits bio sont maintenant plus faibles en grande distribution qu'ils étaient avant la crise. Avant la crise, on voyait du tout et du n'importe quoi. Et maintenant, c'est plus des écarts pris, 30 et 40%. Néanmoins, ça aussi, ça veut dire pression sur les marges. Et dans l'ensemble, ce challenge de organiser une croissance sans perte de valeur ajoutée par unité produite. Il y a quelques réactions dans les questions, notamment est-ce qu'il y a des réglementations au niveau des GMS, au niveau des marges, est-ce qu'il y a des plafonds? Et tu parlais de coûts de production, est-ce que les prix consommateurs sont plus élevés? Donc, non, il n'y a pas de réglementation. Bah, il y a quelques réglementations en Allemagne qui théoriquement interdisent la revente à perte, comme on les avait en France depuis très longtemps déjà. Très récemment, en Allemagne aussi, on a instauré ces outils à une portée et une efficacité très limitée. La distribution allemande reste absolument redoutable par rapport à sa capacité de vendre à faible prix. En termes de prix consommatrice-consommateur, depuis l'inflation, l'Allemagne a rejoint à peu près le niveau de prix français. On a eu une grande crise d'inflation en Allemagne. Elle a été beaucoup plus violente qu'en France, avec 20 ou 25% d'inflation sur certaines catégories de produits. Avant la crise, c'était un écart systématique d'au moins 15% pour les produits bio, qui étaient au moins 15% moins chers en Allemagne qu'en France, le produit comparable. Maintenant, dans les produits bio, on est souvent au même niveau, au niveau du consommateur final, en sachant que les filières sont généralement plus efficaces en Allemagne, souvent avec un intermédiaire au moins par rapport à la France, mais c'est en train de se rattraper en France. Vous voyez aussi certains grossistes qui sont sous forte pression, certains intermédiaires qui sont sous forte pression, et la grande distribution qui intègre de plus en plus des parties de la filière. Eh bien, merci beaucoup pour ces éclairages. Je pense que ça va bien intéresser d'aller voir ce qui se passe chez nos voisins allemands, tant en termes de dynamique de marché que d'organisation. Et ça va faire écho avec des prises de parole pour la suite de ce webinaire. Et je propose qu'on passe, après cet éclairage européen, à un éclairage un petit peu plus local avec un acteur local, donc avec Novial, qui peut nous faire une présentation. Donc Novial, vous avez l'habitude de les entendre. Ils étaient intervenus aussi l'an dernier à notre journée Grande Culture. Voilà, ça permet d'avoir un suivi de ce qui se passe en fabrication d'aliments du bétail. Je te laisse la parole. Parfait. Bonjour à tous. Et si tu peux te présenter au démarrage. Oui.
Alors, est-ce que vous voyez déjà bien mon écran hein, et vous m'entendez bien? On voit bien, on entend bien. Merci. Super. Donc, je m'appelle Léopold Calonne et je m'occupe des achats de matières premières pour Novial, que ce soit en conventionnel, en bio. Vous avez plus l'habitude d'avoir Jean-Loup, je pense, lors des dernières réunions qui est responsable. Je le remplace, qu'on va faire un petit paramètre du marché bio et notamment d'un point de vue Novial avec un paramètre sur les matières premières qu'on utilise et notre tendance dans cette utilisation. Donc avant de démarrer, Novial, c'est un fabricant d'aliments du nord de la France. On a 5 usines et donc celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle de Le Plessier sur Saint-Just qui est située dans l'Oise, qui est une usine qui fait 100% de matières premières et de transformation de matières premières biologiques, sur laquelle on a également réalisé des travaux importants là, sur les 2 dernières années. C'est la dernière usine qu'on a modernisée et notamment avec des capacités de stockage supplémentaires. C'est une usine qui a, avec ses nouveaux investissements, a aujourd'hui une capacité de production de l'ordre de 40 à 45 et 40 000 tonnes maximum. Au global mondial, ça fait donc 310 000 tonnes d'aliments sur 5 sites industriels avec 165 salariés, sur lesquels on répartit le bio qui fait aujourd'hui 27 000 tonnes de sang pour la partie bio. Pour le reste, on est présent également en conventionnel sur du cheval, de la volaille, de la vache laitière et tout un tas d'autres produits un peu moins présents dans notre région. Et en ce qui concerne le bio, donc sur les 27 000 tonnes de sang de bio réalisées sur le dernier exercice, on est à plus de 95% dynamique sur la pondeuse, qui est ultra majoritaire chez nous. Donc, si on reprend un petit peu avant de regarder les tendances actuelles du marché bio dans l'alimentation animale, si on reprend un récapitulatif depuis 3 ans maintenant pour comprendre les chiffres qui ont été évoqués et qui seront encore évoqués, la poule pondeuse qui est donc majoritaire nous dans notre production puisqu'on a 95% de poules pondeuses et ensuite le reste est réparti entre de la volaille chère et du porc. Donc je vais pas m'attarder sur la volaille chère et le porc, mais la poule pondeuse. Au global, en France, on a perdu plus d'1 million d'œufs de production depuis 2021, avec une répartition passée notamment également en plein air et un bio qui a eu du mal à s'implanter après le Covid. Et ceci est lié à des évolutions réglementaires, également une pression sur l'inflation, l'influenza, mais également des labels qui se portaient plutôt bien pour notre production. Donc, quand on évoquait tout à l'heure d'un point de vue allemand, où on n'avait pas forcément de concurrence entre les différents labels ou les différents types de production, chez nous, ça a eu quand même un impact avec notamment lié à l'évolution réglementaire. Donc, nous, l'évolution réglementaire qui nous a principalement pénalisé est lié à l'arrêt des 5% de matières premières conventionnelles dans le bio. Donc ces 5% de matières premières conventionnelles dans le bio, c'était même pas 5% qu'on utilisait, mais c'était principalement du gluten de maïs, qui a la capacité et l'avantage d'être une matière première très riche en protéines et qui, dans le passé, nous servait à camoufler les écarts qu'on pouvait avoir sur les autres apports de sources de protéines, puisque on apporte de la protéine par du soja, du colza ou du tournesol, et en bio sur les triturations, on utilise majoritairement des matières premières françaises, mais pour la protéine de soja, un petit peu d'import, hein, puisqu'on n'avait pas la capacité de se sourcer entièrement sur le marché français. Et avec des matières premières ou des tourteaux dont on constate une variabilité tant en termes de protéines, mais également sur d'autres facteurs, puisqu'on a eu notamment des problèmes qui pouvaient avoir lieu liés à certaines origines asiatiques ou africaines, sur lesquelles on avait des taux de fer ou des taux de digestibilité inférieurs. Et le fait d'arrêter donc ce gluten de maïs a rendu d'autant plus variables les performances qu'on pouvait avoir liées à ces matières premières. Donc le principal élément lié à la diminution, et si on fait un rapide regard à court terme, si on met ça en parallèle avec les courbes ou la présentation faite sur la partie allemande, nous dans
la nutrition animale, on peut dire qu'on a une reprise reprise de la production, puisque depuis le Covid, on est passé de 740 000 tonnes en 2021 au 30 juin 2024, 570 000 tonnes de production. Donc on a encore eu une baisse, certes, qui s'est presque stabilisée, mais après 2 années de baisse à plus de 10%, on n'a pas encore eu de signe de reprise sur le dernier exercice, avec une baisse à nouveau de 1%. Donc si on fait le calcul rapide pour faire le parallèle avec l'évolution en termes de matières premières, le passage à l'échelle française de 740 000 tonnes à 568 000 tonnes d'aliments. Si on regarde uniquement la partie française et la partie céréales, macro, matières premières, à la louche, ça représente environ 70% de nos formules. Donc, si on duplique ça à l'échelle nationale, entre 2021 et 2024, c'est environ 100 000 tonnes de céréales principalement, céréales et protéagineux consommés en moins par la nutrition animale, qui se répartissent sur du blé, du triticale, du maïs, de l'orge ou encore un peu de févrole ou de pois. Et nous, pour faire un focus sur plutôt la partie Hauts-de-France, puisqu'on est quand même représentatif de la production dans les Hauts-de-France, on a suivi globalement cette même tendance en passant de 41 950 tonnes d'aliments en 2021-2022, d'où les investissements qui avaient été à ce moment-là budgétisé pour passer sur une usine de production entre 40 et 45 000 tonnes de manière assez aisée, à aujourd'hui une production qui, au 30 juin 2025, donc là les derniers chiffres frais, serait légèrement en dessous des 28 000 tonnes, principalement par soit des arrêts d'élevage dans un premier temps, donc c'est ce qui nous a fait passer de 41 900 à 31 800, et depuis 2 ans, donc nous la chute a été drastique entre 22 et 23, puis c'est plus ou moins stabilisé. On a encore eu ces 2 dernières années soit des déconversions, soit des passages vers du label ou du plein air. Sachant que nous, pour resituer un petit peu notre présence à l'échelle des Hauts-de-France ou nationale, les Hauts-de-France, on représente dans la nutrition animale, sur le dernier exercice de 2024, environ 5% de la production dans les Hauts-de-France. Et par espèce, on va dire que la pondeuse est majoritaire à 62%, quand nous, Novial, fabriquons environ 95% de pondeuse. Donc on est encore plus impacté par la baisse liée à notre dépendance à cette espèce qui est la pondeuse dans les Hauts-de-France. Un chiffre aussi pour expliquer la tendance à court terme. Donc ici, sans s'attarder de manière trop conséquente, on a un graphique qui vous reprend en bleu entre octobre 24 et octobre 25 l'évolution de la production d'œufs en volume, et en orange, c'est l'évolution du prix. Donc on a eu un tournant lié à l'arrêt des cages dans le conventionnel, qui est un tournant important. On voit sur octobre 25 par rapport à octobre 24, pour mettre un petit peu de chiffres plus court terme, on a une baisse de 25%, donc qui est un bon indicateur ou une bonne opportunité, on va dire, pour développer d'autres types de production, dont le bio. Et finalement, donc on parle plus déjà de chiffres dans le négatif, c'est déjà une bonne chose. Mais finalement, là où on peut avoir quand même quelques regrets, c'est que le bio, si on s'occulte uniquement sur le mois de octobre dernier, donc qui permet d'avoir un retour rapide sur les derniers chiffres, n'a pris que 5,8% supplémentaires par rapport à octobre 24. Et ce qu'on en constate, c'est que l'arrêt de la cage finalement est plutôt favorisé vers des éleveurs qui partent soit en élevage au sol, soit en élevage label rouge, qui ont respectivement augmenté de 27% sur octobre 25 par rapport à octobre 24. Et finalement, le bio ne prend qu'une part de marché de 5,8% supplémentaire à l'année précédente, puisqu'à l'échelle française, le bio est également en concurrence, on le voit nous, de par le conventionnel, avec une production d'œufs en France qui, conventionnelle et bio, est en déficit, et sur lesquels on a l'accent quand même qui est mis pour créer de nouveaux élevages. Et dans ces créations de nouveaux élevages, les élevages bio sont mis en concurrence avec certains élevages qui peuvent être mis en place sur du sol ou du label rouge, sur lesquels, sans parler de rentabilité économique, on a quand même un travail qui est différent sur le bio par rapport au label rouge.
compte tenu des contraintes qu'on peut avoir sur le bio en n'utilisant que des matières premières françaises ou que des matières premières bio déjà dans un premier temps, pour avoir des performances équivalentes entre le bio et le conventionnel. Le bio nécessite une technicité qui peut être plus importante ou du moins un suivi d'élevage plus proche pour pouvoir atteindre les mêmes performances. Donc pour pallier à cette contrainte du 100% OGN, du 100% bio et ne plus avoir recours aux 5% de matières premières conventionnelles, nous, ce qu'on a mis en place, puisque vous l'aurez compris, l'impact était notamment sur la partie protéines, où on avait des protéines, finalement, l'impact qu'a eu cette réglementation, c'est ne plus utiliser les 5% de gluten de maïs, mais a été remplacé principalement par la protéine, ou la source protéine qui apporte le plus de protéines, c'est le soja, et en partie du soja français, mais étant donné les besoins, une partie de soja d'import. Sauf que comme je l'ai annoncé en préambule, le soja d'import n'apporte pas des garanties systématiques ou du moins identiques à des productions françaises. Donc on a cherché d'autres sources de protéines. Et d'autres sources de protéines à l'échelle française étaient en partie liées à la partie tournesol, avec la contrainte que le tournesol jusqu'à présent produit sur le sol français en grande majorité, et un tournesol qui va faire entre 24% et 26% de protéines contre un soja qui en fait proche des 48%. Donc le tournesol était lui limité par sa présence en protéines assez faible et donc limité de ce fait dans les formules. Donc nous on a développé avec des agriculteurs qui avaient déjà une trituration de colza conventionnelle, donc qui connaissent le métier de la trituration, un bâtiment 100% dédié, donc une entité différente, hein, et 100% dédié au bio, sur lequel notre objectif est de créer une trituration, non pas orientée 100% huile, hein, parce que généralement quand on parle trituration, on règle le process plutôt sur l'huile que sur le tourteau. Nous, l'objectif était vraiment de créer une trituration qui prend en compte l'huile, bien évidemment, pour la rentabilité économique, mais prend en compte également nos besoins en tourteau, et sur lequel on va pouvoir créer un tourteau un peu à la carte. Et donc cette trituration, c'est une trituration sur laquelle on va décortiquer la graine, hein, donc pas à 100%, mais on peut jouer sur les modules de décortiquage de la graine. Donc la graine est réceptionnée, elle est passée de 8 à 9% d'humidité plutôt vers une humidité entre 5 et 6% pour faciliter ensuite le décortiquage. Donc on décortique entre 20 et 30% en fonction des besoins. Et suite à ce décortiquage, on a une pression de la graine qui nous permet non plus d'obtenir un tourteau qui fait entre 24 et 25% de protéines, mais un tourteau qui est plutôt autour de 28% minimum de protéines et sur lequel on peut monter jusqu'à 32% de protéines. Donc tout l'intérêt d'avoir un tourteau plus riche en protéines et de permettre d'augmenter et d'accroître notre consommation en tourteau de tournesol, qu'on va appeler plutôt mid-pro, donc entre 28 et 32% de protéines, et diminuer notre recours à l'importation de tourteaux de soja. Sachant qu'on a commencé ce projet maintenant il y a plus de 2 ans, donc avec 2 années assez difficiles, hein, et notamment la dernière campagne en graines sur lesquelles, sans parler de l'aspect prix, la qualité des graines ne permettait pas d'avoir des tourteaux aussi riches qu'on le souhaitait en protéines. Mais cette année, avec une année où la protéine dans la graine est plus disponible, on arrive à avoir des premiers retours bien plus conséquent et bien plus encourageant. Tout l'intérêt ensuite est maintenant de développer aussi des filières sur la production de graines de tournesol, puisque à titre d'exemple, cette année, on a réussi à sourcer, donc l'usine de trituration est située dans l'Oise, on a réussi à sourcer en grande partie dans nord de France et sud de Paris, mais à l'heure actuelle, on n'a pas assez de graines toute l'année pour pouvoir tourner en 100% graines françaises. Donc pour l'instant, on tourne en graines françaises uniquement, mais il se peut qu'au cours de l'année, on doive avoir recours à de l'importation de graines européennes notamment, potentiellement, pour pouvoir continuer à faire tourner l'outil. Donc maintenant, toute l'idée est de développer encore davantage pour pouvoir augmenter notre capacité de trituration de cet outil, davantage la graine dans nos régions, sachant que l'outil a une capacité maximale qui pourrait être de l'ordre de 7 à 8 000 tonnes de trituration par an. Et c'est un outil qui est pour l'instant 100% bio, qu'il restera, et également 100% graines de tournesol.
Et pour rebondir sur l'aspect approvisionnement de nos matières premières, sur tout ce qui est céréales, hein, pour rebondir sur la première présentation qui avait été faite sur notamment la partie importation potentielle dans les céréales. Nous, sur notre usine, toutes nos céréales sont 100% françaises, même pendant la compliquée en céréales françaises, que ce soit pour les blés, triticale, maïs, orge. Les seuls produits sur lesquels on a recours à l'importation sont les tourteaux de soja, sur lesquels on n'est pas autosuffisant et on peut avoir recours à de l'importation sur le tourteau de soja. Sinon, toutes les autres matières premières, on sait nécessairement. Et d'ailleurs, la baisse de production et un passage, ne serait-ce que sur Noviel, d'environ 40 000 tonnes de production, enfin un peu plus de 40 000 tonnes de production il y a 3 ans, il y a 4 ans, à maintenant une production qui va plutôt s'établir entre 28 et autour de 28 000 tonnes. Ça représente environ 10 000 tonnes de céréales en moins utilisées, ne serait-ce que pour Novial. Donc on a des signes aujourd'hui, j'en parlais avec Jean-Loup la semaine dernière, de stabilité. Pour autant, on a du mal encore si on se projette sur les perspectives à venir, là, dans l'année à venir, à avoir un fort engouement si je rebondis sur les chiffres de l'Allemagne, là, on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. On devrait afficher du vert sur le prochain exercice, mais on parle de hausse de production à notre échelle de 2 à 3% maximum, si tout se passe bien à la fin de l'année. Voilà, donc pour la présentation, je vous laisse dérouler s'il y a des questions ou souhaitez revenir sur certains points. Alors, au niveau des questions, Paul, il y a une remarque sur la plus-value à faire du tournesol au niveau des prix. Voilà, la question pour augmenter un peu les surfaces en région au niveau du prix, est-ce qu'il y a une réflexion, une plus-value? Ouais, donc en termes de prix, donc nous le business est créé sur la production l'idée déjà de créer un tourteau de tournesol Mid Pro qui ne fait plus 24% de protéines mais plutôt une trentaine de pourcents de protéines. C'est l'idée de pouvoir aussi développer la valorisation du tourteau en essayant de tirer une meilleure valorisation du tourteau et donc en valorisant mieux le tourteau, pouvoir dégager une marge supplémentaire pour laisser un prix de graines supérieur. Le principal frein aujourd'hui, c'est les cours de l'huile qui sont quand même assez limités. La dernière année, ou du moins qui ne compensent pas la hausse nécessaire de la graine. Pour autant, nous, dans notre mode d'achat de la graine, l'idée est d'abord de développer certains partenariats avec des OS sur lesquels on ne souhaite pas s'engager pour un an ou deux, puisque si on regarde le cours de la graine de tournesol, ne serait-ce que sur les 3 dernières années, nous on a commencé la trituration, la graine valait plus de 850, post-Covid 850, 900. L'année suivante, on est passé à une graine qui valait moins de 500 euros, puisqu'on avait des stocks partout en France et non consommés. Et là, on est revenu depuis 1 an et demi, 2 ans, sur des prix de graines au-dessus de 800 euros, sur lesquels il y a une certaine variabilité, mais au-dessus de 800 euros. Donc nous, notre objectif, c'est d'ores et déjà de créer des partenariats sur des contrats pluriannuels pour assurer une certaine stabilité et non pas passer de prix du simple au double d'une année à l'autre, sur lesquels on se baserait sur une certaine base historique pour on va dire une stabilité, et ensuite on viendrait mettre des bonifs en fonction d'une année, si le prix de la graine est cher, pouvoir venir bonifier à certains moments le prix de cette graine pour pouvoir quand même coller au marché actuel. Ça, cette contractualisation pluriannuelle, c'est les choses qui vont être proposées aux agriculteurs ou alors c'est principalement... Alors nous, on n'a pas la vocation de remplacer les OS ou de faire le travail des Ouais, ou même via OS, des OS, puisque ouais. ça nécessite quand même d'avoir une certaine connaissance. Nous, on travaille directement avec les OS, et ensuite, c'est aux OS, on va dire, de répliquer ce qu'on a sur se mettre d'accord vis-à-vis de leurs adhérents ou de leurs producteurs. Sachant
pour rebondir sur la question sur l'écran, sur le linoléique, effectivement, on est parti d'un principe de travailler de la graine uniquement linoléique. Sur la graine lino, l'impact sur le tourteau, il y en a pas sur la graine lino. Le tourteau humain, l'argile, graine linoléique, puisqu'au moment où on a créé le projet, on avait vocation à vendre plutôt de la graine linoléique, d'une part, et d'autre part, on nous avait demandé au niveau Organis Stocker de direction, puisque chez eux, c'est plus difficile ensuite de gérer soit les stocks de semences, soit les stocks directement de graines. Si on a à la fois du linoléique et de l'oléique. Donc à ce moment-là, on était parti sur la graine linoléique. Donc on parle d'il y a 2 ou 3 ans. Le marché a changé, continue de changer. Donc aujourd'hui, effectivement, on voit dans le commentaire toujours moins bien payé la graine linoléique. Donc on n'est pas fermé à repartir en partie sur de la graine oléique. Nous, ce qu'on ne souhaite pas, puisque je l'ai évoqué, on a une usine qui triture uniquement du bio et de la graine de tournesol. C'est également dans la gestion de stock, avoir un mois de linoléique, un mois d'oléique, c'est difficile. Donc on peut très bien envisager demain de travailler 6 mois de la graine linoléique et ensuite 6 mois de la graine oléique. C'est des choses sur lesquelles on est ouvert et on a soulevé ensemble les difficultés d'appro qu'on pouvait avoir en graines de tournesol. Donc effectivement, notre modèle peut évoluer en fonction des évolutions de marché. On est parti sur la graine linéo, puisqu'au moment où on a créé l'outil, on avait c'est sur un type de graine. Aujourd'hui, le marché change, continue de changer, donc on est tout à fait ouvert à la discussion pour non pas passer 100% parce qu'on s'est engagé avec certains OS sur plusieurs années sur de la graine lino, mais pour faire une partie lino et laisser place à des nouveaux partenariats en oléique. Merci pour ces réponses. Si on n'a pas d'autres questions pour le moment, ouais, on a une réaction sur l'oléique, les producteurs. Ouais, c'est des réflexions qui peuvent continuer et puis avoir les échanges donc, avec les coopératives, etc. Et donc, s'il n'y a pas de réaction de questions tout de suite, on peut passer à la dernière intervention avant de prendre, de toute façon, on aura 5-10 minutes de questions à la fin du webinaire s'il y a des regrets ou d'autres questions qui arrivent un petit peu après les présentations. En tout cas, merci beaucoup pour la présentation. Et donc, on va passer la main donc, à Thomas Feignart, qui est déjà un petit peu intervenu dans les commentaires, donc qui est agriculteur à Buchan dans l'Oise. L'objectif de ce dernier temps, c'était après avoir eu des présentations, voilà, contexte national, européen, contexte local, beaucoup de chiffres, beaucoup de tendances haussières, baissières, etc. C'était de faire le point sur quelles sont les conséquences dans les fermes. Alors, nous, Chambre et Bio de France, on suit ça via notamment un outil qui s'appelle les GTE, donc des groupes technico-économiques. L'idée, c'est de calculer des marges directes ou semi-directes dans les fermes. Donc, on a vu l'impact de ces années de crise, notamment là, on est en train de travailler avec les données 2024 avec des marges très faibles, de l'ordre de quelques centaines d'euros à l'hectare selon les produits. Donc voilà, du coup l'idée c'est grâce à ces outils de pouvoir aussi accompagner sur des stratégies. Et donc Thomas Feignard nous faisait part de plusieurs stratégies qu'il avait mis en place sur la ferme. Alors ce sont des choses qui se discutent, dont on a déjà parlé l'an dernier au dernier rencontre en culture. Et bon, voilà, adapté selon les fermes. Mais voilà, ça peut nous donner quelques idées de comment est-ce qu'une ferme bio en grande culture peut s'adapter à ces aléas de marché et puis échanger un peu sa façon de faire. Donc, je ne sais pas si Thomas, tu es prêt à intervenir. Oui, c'est bon. Moi, Bonjour. je lance le diaporama qu'on avait préparé. Voilà, donc quelle stratégie économique à l'échelle de la ferme. Et donc, Thomas, si tu veux commencer par te présenter et présenter la ferme, notamment, et comme support, voilà, je t'ai remis ton assolement 2025. Je te laisse Oui, la main. donc, merci. C'est bon, vous m'entendez? On t'entend très bien, ouais, merci, on te voit. Ok, ça marche. Donc du coup, moi je suis exploitant donc à côté de Saint-Just-en-Chaussée, sur une exploitation polyculture, avec une petite activité d'apiculture à côté.
Je suis passé en bio en 2018, suite à donc, en gros, j'ai fini de payer mon installation et je me suis dit: «Bon, 2018, c'était une période faste pour partir en bio». Donc on a commencé à convertir quelques parcelles et on a réellement franchi le pas en 2020 sur une conversion à 100 de l'exploitation. Donc on a arrêté les betteraves, on a augmenté le nombre de cultures. Comme vous pouvez le voir, on a diversifié les les moyens de produire. Donc on a ici aussi travaillé avec, des intermédiaires locaux qui travaillaient le bio. Et c'est vrai que, on a introduit différentes cultures, hein. Donc la betterave sucrière, c'est la seule qu'on a arrêtée. Après la culture de la courge, récemment, oui, aussi du sorgho normalement. Donc on fait des essais, sur plusieurs cultures différentes. C'est vrai que en fonction aussi du marché et des demandes des marchés, on a réduit les surfaces, en blé notamment, mais pas en céréales forcément, et on a introduit, la luzerne sur l'exploitation pour, pouvoir, gérer l'enherbement. Donc du coup, oui, c'est un changement d'assoiement complet. Et on a en parallèle travaillé la diversification de la commercialisation, pardon, puisque du coup la commercialisation se fait donc, en circuit. Donc on a travaillé la vente sur les marchés et avec la possibilité du coup de vendre les produits de la ferme directement, aux consommateurs afin avoir un retour client sur nos produits. Puisque c'est vrai que c'est important aussi, on a cette activité de vente directe qui s'est mis en place. Et donc, on a avancé un petit peu le cheminement de la commercialisation, par une autre voie qui nous avait été proposée à l'époque, dans le cadre d'une labellisation. Donc je ne sais pas si c'était dans ce sens-là, voilà. Donc on a aussi, travaillé la labellisation via des labels, notamment agri-éthiques, qui nous étaient proposés par des engagés à mettre en application, pour pouvoir justement répondre à ces demandes, notamment sur la partie, lentilles, épeautres, et cetera. On a eu plusieurs cultures de labellisées. Donc en fait, à la base, on est donc, en CUMA sur le matériel de graines de courge, qui nous a permis donc de fédérer un peu ce groupement, qui s'est transformé en association, qui s'appelle donc les Paysans Bio Picards, que vous pouvez voir à l'écran. Cette association, en fait, a pour but de valoriser, les filières et de répondre au label, agri-éthique sur certaines cultures. Hem, donc et on a travaillé aussi l'avoine, comme on le voit sur la photo, puisque donc on a, une démarche un petit peu aussi équivalente, à ce qu'on a entendu sur les Allemands, donc sur la partie, lait végétal, où on a au départ, cherché à fabriquer du lait végétal ou des intermédiaires qui pouvaient potentiellement fabriquer, et on est tombé à la rencontre d'une floconnerie dans l'Oise qui nous a proposé donc, de travailler pour eux en termes de de variétés. On a mis en place des variétés qui correspondaient à leurs attentes via des coopératives qui sont aussi locales et qui donc, nous ont permis de faire des contrats de filière sur la production d'avoine, en flocons. Voilà ce qui donc c'est assez synthétique, hein, tout ça, mais donc c'est un travail qui est encore en cours sur plusieurs cultures. C'est une association qui donc est ouverte. On a l'objectif de faire évoluer l'association sur des produits comme l'huile de graines de courge, puisqu'en fait, on n'a pas forcément la valorisation des graines de courge qui sont cassées, donc on aimerait, valoriser les graines de courge en huile pour en faire justement des produits secondaires. D'ailleurs, on pourrait peut-être trouver des solutions sur les tourteaux d'huile de graines de courge qui sont à forte valeur ajoutée et chargés en protéines. Donc si des fois, la société Novial serait preneur, on est intéressé. La production de tournesol linoléique en fait partie, donc des producteurs de tournesol linoléique. Et pour en revenir là-dessus, c'est vrai qu'on est un petit peu
tous les ans moins bien payé que l'oléique. Et c'est vrai que c'est un peu dommage si vous voulez lancer une filière pour le tournesol de l'Oise. Ce serait bien de pouvoir travailler là-dessus. C'est vrai que je pense que par exemple l'association Les Paysans Bio Picard qui produisent du tournesol sur leur surface pourrait répondre à vos besoins locaux, quoi. Et notamment même de contractualisation. Puisque le principe un peu d'Agriéthique, il est assez simple, mais en fait, nous permet de positionner des prix, on va dire, minimum basés sur des coûts de production. Mais surtout pour le producteur, ça permet de garantir, des volumes garantis pendant 3 ans, qui seront achetés, à des prix qui couvrent les coûts de production. Et donc, c'est quand même une garantie en termes d'assolement dans ces années un peu compliquées, de pouvoir avoir d'achat un petit peu, je sais pas si j'ai oublié des choses, Corentin, n'hésite pas Non, à non, bah, très bien, compléter. c'était les trois leviers qu'on avait identifiés sur ta ferme, la diversification, la vente directe et puis bah, le travail sur la contractualisation sur des filières avec bon, différents intermédiaires et des produits assez différents. Mais voilà, comme on le disait, c'est ça qui permet aussi d'avoir de la visibilité et puis d'avoir un petit peu de valeur ajoutée sur la ferme. Sur la vente directe, je pense à l'an dernier, une présentation qui a été faite par aussi un agriculteur de l'Oise et puis Gilles Salito sur le prix de revient. C'est des choses à avoir en tête où voilà, vendre, c'est des coûts aussi de partir en direct, c'est des marchés que tu fais, c'est du temps, etc. Donc c'est des choses à bien réfléchir selon son système, selon la capacité à dégager du temps, etc. Voilà, c'est des choses dont on avait discuté et qui te trottent aussi dans la tête, voilà, à réussir à être rentable sur ces activités-là. C'est ça, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense pas de rentabilité là-dessus. Ça donne juste une Oui. ouverture d'esprit à rencontrer les gens, et puis d'expliquer un peu ce qu'on fait sur l'exploitation. Mais voilà, le temps passé et l'ensachage, ça paye pas une personne à pouvoir faire le travail le week-end sur les marchés, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis après, tu as ton miel aussi à côté. Donc, C'est il y ça, a aussi cette envie de contact direct et de vente directe. tout à fait. Eh bien, merci pour cet éclairage. Donc, ça peut donner lieu à la discussion. Et puis, voilà, vous travaillez aussi les données technico-économiques, comme je le disais au début. C'est toujours des sujets intéressants. Il nous reste une dizaine de minutes ce matin. Donc, s'il y a d'autres prises de parole, donc soit par le chat, on peut aussi prendre des prises de parole directes. Voilà, soit des interventions, des retours ou des questions complémentaires à nos différents intervenants. Voilà, n'hésitez pas si vous le souhaitez. Je vais vous embêter, Romain Courtin. J'ai pas pu Oui, assister à la première heure. Je peux avoir un résumé sur quelques lignes de ce qui s'est dit sur le marché. oui. C'est Oula, possible? c'est un exercice. On pourrait 5 minutes. l'institutionnaliser à la fin des webinaires. Je ne sais pas si je le fais ou si Claire et Burkhard, vous voulez en une minute chacun résumer vos présentations. C'est un exercice un peu difficile. Je peux essayer. En gros, le point de la présentation, c'était sur le marché français, c'était de dire qu'on avait connu une grosse phase de surproduction en 2023-24 qui avait conduit à beaucoup de déclassements et d'exports à bas prix, mais que la mauvaise récolte 2024 avait permis un peu malgré elle de rééquilibrer un peu nos bilans offre-demande. Et donc, par conséquent, de remettre un peu de valeur aussi sur la production bio et que la campagne 25-26 s'annonçait également plutôt équilibrée entre à la fois une production en hausse et une demande qui repart aussi légèrement à la hausse. Et ben, c'est fait avec brio. C'est très clair. Merci beaucoup. Je vais Et essayer Burkhard, si tu veux nous dire d'embrayer. deux, trois éléments, vas-y. Voilà, donc le marché bio en Europe est reparti partout ailleurs. C'est seulement en France maintenant que ça patine encore. Les perspectives pour les céréales sont généralement bonnes parce qu'on a une sous-alimentation du marché. La demande dépasse l'offre. Néanmoins, les prix sont sur la contractualisation, c'est le maître mot pour toute activité de conversion future.
l'Allemagne donne un exemple intéressant à étudier avec ses limites aussi. Et si on regarde les produits, en général, ça se passe bien. Petit point de bilan sur l'avoine. Très bien, merci beaucoup, c'est parfait. Et ça permet de répondre à la question de notre webinaire qui se questionnait sur la durabilité de la reprise. Donc on voit qu'elle existe, qu'elle est plus qu'ailleurs, qu'il y a du potentiel, et qu'il y a aussi des conditions. Et le mot contractualisation que tu as employé, que Thomas aussi a mis en valeur, que Léopold aussi, sur lequel il a insisté, voilà. Ça peut être le mot de ce c'est quelque chose qu'on redit un peu tout le temps, mais voilà, c'est toujours à mettre en œuvre. Et par rapport à cette question aussi, Hélène, tu avais un outil à nous proposer dont tu pouvais parler sur ton enquête sur les prix qui va être diffusé pour que tout le monde en parle un peu. Tous les ans, depuis 3 ans, on fait une enquête auprès des opérateurs économiques pour faire un peu un suivi des prix, prendre un peu de recul par culture sur l'évolution sur les dernières années. Et du coup, on essaie aussi de vous transmettre un guide de préconisation, du coup, en échangeant avec les coopératives et en recoupant avec les informations de marché. On l'avait proposé l'an dernier lors du webinaire et du coup, là, suite aux différents échanges, on vous proposera aussi, de toute façon, les grandes lignes, on l'a dit, c'est de garder un assolement diversifié, un peu comme Thomas nous a présenté. Voilà, au niveau du blé, ça reprend un peu en meunerie, plus 2%, mais on voit qu'il y a du volume et que du coup, il y a des petites baisses sur les prix. Donc, on essaye d'inciter les producteurs à garder une diversité dans les céréales. Donc voilà, pourquoi pas en fonction des opérateurs avec lesquels vous travaillez, de partir sur de l'épeau, du petit épeau, de partir aussi sur la céréale fourragère comme le triticale. Sur la févrole, ça baisse aussi un petit peu parce qu'il y a eu pas mal de volume. En lentilles, il y a eu pas mal de volume. Donc voilà, aussi au niveau des protéagineux, essayer de maintenir une diversification. Et l'avoine, il y a eu aussi un fort développement. Donc là, on va parler plutôt céréales de printemps, mais il y a eu aussi un fort développement. Donc diversifier aussi ces cultures-là. Et en orge brassicole, il y a une baisse de consommation générale des bières que ce soit en conventionnel ou en bio. Donc, il y a eu des filières qui se sont développées en région avec de la contractualisation, mais du coup, on est plutôt sur un maintien ou une baisse de cette culture-là de l'orge de printemps. Donc, voilà, aussi, toujours essayer d'avoir des cultures avec des contrats et maintenir une diversification pour ne pas avoir trop de cultures. C'est un peu toujours les préconisations qu'on fait, mais c'est d'autant plus important là, quand on part sur un marché équilibré, de ne pas rencontrer trop vite voilà, des cultures comme le blé où c'était bien remonté, quoi. Donc on vous transmettra la note avec les précos et les prix dans la semaine. Une intervention de Alain. Oui, une question à Léopold par rapport au prix de l'œuf bio comparé au prix du label rouge, parce que tu nous as montré que la tendance était plutôt d'aller vers les labels. Moi, j'ai en tête, en tant que consommateur, un prix de l'œuf à 34 centimes. Je vais faire mes courses en supermarché, je regarde le prix de l'œuf qui est souvent entre 32 et 34 centimes pour l'œuf bio. Est-ce que quel est le prix de l'œuf label rouge? Et derrière la question du prix du label rouge, c'est est-ce qu'il y a un gros différentiel qui explique qu'il n'y ait pas d'engouement plus que ça vers l'œuf bio? Et est-ce que tu sens une tendance entre ces deux labels, rouge et bio? Est-ce qu'il y a peut-être par la suite, puisqu'on sait qu'il y a un an de latence entre pour une conduite d'œuf, une bande de poules, on sait qu'il faut un an. Est-ce que tu sens une tendance par rapport au label ou au bio qui permettrait effectivement de consommer l'alimentation de ces poules? Oui. Donc entre entre le label rouge et le bio, sans
prend le prix exact du label rouge, on avait réalisé différentes études économiques récentes, selon lesquelles il y avait un gain de rentabilité à travailler en label rouge, à contrario du bio. Donc un gain, quand je parle d'un gain, c'est-à-dire qu'on avait un écart qui s'était réduit, où le label rouge retrouvait l'intérêt par rapport au bio, mais le principal élément qui déclenchait un passage en label rouge plutôt que bio était vraiment lié aux contraintes de production sur le bio, où finalement les résultats économiques, mais surtout les résultats techniques, étaient beaucoup plus détériorés en bio, où on avait certaines problématiques, comme on a pu l'évoquer là tout à l'heure, sur des problèmes de protéines, ou des tenues d'élevage sur des éleveurs hyper pointilleux arrivaient à dégager des bons résultats en bio, mais on avait certains élevages où sur le bio, on avait une perte à certains moments donnés de production sans réellement réussir à tirer une explication. Où on prend un exemple, un élevage bio qui démarre en bio, il se démarre bien, une certaine livraison qui détériore, les performances techniques se détériorent, et la livraison suivante des performances techniques qui reprenaient sans pour autant avoir modifié quelconque paramètre. Donc on avait un certain découragement, ou on sentait du moins un certain découragement plutôt lié à des contraintes techniques, et donc un basculement vers du label plutôt lié à ces contraintes techniques que des contraintes économiques, d'autant plus que l'écart à faire du bio, contrairement au label, s'était réduit. Donc on avait certaines parties d'éleveurs qui sont partis vers du label, non pas pour gagner forcément plus d'argent, mais plutôt pour avoir une facilité technique ou retrouver des performances techniques plus stables dans le temps et plus encourageantes, on va dire. Donc on a mis nous à notre échelle différentes paramètres, hein, pour apporter un petit peu quand même d'éléments favorables sur les performances en bio et pas décrire le tableau comme on vient de le décrire, à dire que les performances étaient plutôt aléatoires. Mais on a mis du temps quand même à s'adapter à ces 5% de gluten en moins. Aujourd'hui, on utilise tout un tas quand on parlait tout à l'heure la diversification, ou quand on parlait du tourteau de courge là tout à l'heure, effectivement ça peut avoir de l'intérêt. Typiquement dans un aliment où avant on utilisait uniquement du enfin en grande partie tourteau de soja, tournesol et colza. Maintenant on diversifie beaucoup plus nos fournisseurs pour avoir un panel plus complet. On a utilisé des nouvelles matières premières, on utilise par exemple du tourteau de germe de maïs, du tourteau de sésame, des protéines de qui sont tout un tas de sources protéines différentes qui permettent de diluer le risque, on va dire, si une raison de cette manière à diversifier et puis diluer le risque. Donc le tourteau de courge, j'en ai pas encore entendu parler, mais je suis tout oui, et pour regarder avec plaisir pour échanger là-dessus. Je prends les deux dernières questions dans le chat en signalant aussi que Claire nous a mis l'évolution des surfaces en grande culture entre 2023 et 2024 avec le classement un classement des régions par ordre d'ampleur de la diminution, avec par exemple moins 20% en Occitanie, moins 15% en Nouvelle-Aquitaine, 2023-2024. Qui représentent pour l'agriculture biologique en Allemagne, avec cette variation entre les régions, avec des valeurs minimum et maximum entre les régions. Je vois qu'il y a déjà une réponse à la dernière question sur le label allemand qui serait ouvert à discuter avec une association producteur française. Je vois aussi une question sur des marchés émergents identifiés. Ça peut être notre dernière question si l'un ou l'autre a une réponse ou une idée là-dessus. Et puis sinon, c'est un tour ouvert aussi de conclusion si certains veulent repartir avec un message fort, et on pourra s'arrêter là. Voilà, est-ce que déjà il y a un marché émergent identifié ou un tour de conclusion? Burkhard, tu as ouvert ton micro. Les marchés émergents en termes géographiques, j'en vois pas trop spectaculairement. Les États-Unis continuent à bien progresser en bio, ils n'ont jamais connu la crise. L'Asie est en train de bien progresser en bio. La Chine devient le troisième marché au niveau mondial, juste devant la France.
En Europe proche, c'est quand même l'Allemagne qui accroît fortement, comme on a vu, avec 10% de croissance attendue, ou 8 ou 10% cette année, et avec une production qui stagne. Si on parle pas de géographie, mais de catégorie de produits, toutes les alternatives à la viande et au lait vont continuer à croître. Donc ça, c'est une tendance forte. Mais c'est pas gagné facilement. On a eu un stop and go en Allemagne. Le marché a fortement évolué d'abord, puis s'est arrêté, puis là, il repart après une première correction pour aller parler des heures, hein, rien que sur ce phénomène. Et il y a le domaine des plantes protéiques, les légumes secs, donc tout qui est pois chiches, pois, voilà, lentilles. Ça, c'est un marché qui est prometteur, où l'Europe qui n'est pas à sortir des pilotes. Vraiment, on a vu des grands projets industriels, c'est cassé la figure. Donc, c'est pas gagné non plus. Mais si je tenterais quelque chose, ce serait dans ce domaine-là, les légumes secs avec des produits innovateurs. Là, c'est vraiment un domaine à explorer. Voilà, réponse rapide, évidemment, sur le sujet du marché émergent. On pourrait parler le reste de la matinée facile. Eh bien, il est 11 heures. On va pouvoir s'arrêter là. Merci beaucoup à chacun pour vos interventions et puis la qualité des éléments que vous avez apportés à notre discussion, à notre réflexion. On voit qu'il y a des éléments qui porteurs sur le marché, des éléments d'attention. Ça répond bien à notre questionnement de départ. Donc, merci beaucoup. Deux rendez-vous à suivre. Donc, le dernier webinaire donc, sur la luzerne qui aura lieu le 13 janvier, le mardi 13